avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Un petit détour par l'Europe avant d'attaquer les sujets français. Grosso modo, en 6 mois, vous avez l'impression qu'on a avancé comment dans la résolution de la crise européenne? On avait l'impression qu'on était plutôt bien parti. Le sommet de fin juin, la BCE qui décide de prendre les choses en main. Et puis là, ce week-end, M. Monti qui dit moi j'en ai marre, je jette l'éponge. Est-ce que ça veut dire que finalement, on souffle pas le chaud et le froid et qu'on n'a pas des mauvaises nouvelles devant nous encore? La première des choses, c'est que heureusement que Mario Draghi, lui... Celui de Francfort, de la Banque Centrale Européenne. Celui de Francfort. Draghi, pas Monti. Ouais. Que Draghi a fait les justes choix. Heureusement que lui a pris ses décisions pour qu'on essaye de laisser derrière nous la crise et d'être souveraine. Mais je pense que le président de la République a été très imprudent en disant que toute crise de l'euro était derrière nous. Et ce qu'on demande d'ailleurs à un président de la République, ce n'est pas de faire des paris sur l'avenir, mais c'est de préparer l'avenir. Quant à M. Monti, c'est le retour de M. Berlusconi qui en est la cause. Je ne sais pas si le retour de M. Berlusconi, c'est une bonne nouvelle pour les Italiens, ce sera à eux de le dire, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Européens. Parce qu'un Mario Monti, qui faisait faire le travail de réforme nécessaire, indispensable dans son pays, c'était important pour l'Italie, mais aussi pour l'Europe. L'Europe ne peut pas se permettre d'avoir un enfant malade, l'un de ses enfants qui soit malade. Donc je souhaite qu'en Italie, on puisse continuer ce travail, mais je n'ai pas envie non plus que la France devienne l'enfant malade de l'Europe dans les mois ou dans les années qui viennent. Et c'est ce qui risque de se passer si on n'engage pas sans délai les réformes de structure qui sont incontournables, et chacun le sait bien. Notre ministre de l'économie, Pierre Moscovici, va sans doute prendre les rênes de ce qu'on appelle l'Eurogroupe à la place du luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Est-ce que ça vous paraît un non-événement ou bien est-ce que c'est un poste où on a vraiment des marges de manœuvre, où on peut jouer comme un levier sur l'action européenne? Si c'est pour faire en Europe la même chose qu'en France, c'est-à-dire ne jamais choisir, ne jamais réformer, ce ne serait pas un non-événement, ce serait même une mauvaise nouvelle pour l'Europe. Mais vous voyez, le défi européen, aujourd'hui devant nous, il est aussi économique. L'euro fort pour l'euro fort, ce n'est pas une fin en soi. Que l'on parle d'euro fort, soit, mais à une condition, c'est que ce soit aussi au service de l'emploi, aussi au service de l'industrie. Je regarde ce qui se passe. Comment la Chine réussit à tenir malgré la crise économique internationale? C'est parce qu'avec leur monnaie, le yuan, il est dévalué, on le sait bien, et seulement ils gardent de l'industrie. Parce qu'ils sont eux aussi concurrencés par ce qu'ils appellent les petits dragons asiatiques qui sont à côté d'eux, qui leur font concurrence. Les Américains, comment est-ce qu'ils réindustrialisent? De deux façons. Avec un dollar faible, très faible, et aussi avec le gaz de schiste. Parce qu'eux n'ont pas les œillères que nous avons, nous, en refusant de regarder ce que le gaz de schiste peut nous apporter. Et nous, en Europe, je tiens à le dire, avoir un euro fort, d'accord, mais il faut qu'on continue aussi à produire. Il y avait une très bonne interview intéressante, voilà quelques jours, de quelqu'un qui s'appelle Philippe Villain, et qui développait cette idée, à force de garder l'euro fort, est-ce qu'on va garder des autos en France et en Europe? La question mérite débat. Alors, la question mérite débat. Vous savez que l'un des objectifs de François Hollande, c'est aussi d'établir un dialogue social qui a bien du mal à exister en France, si jamais d'ailleurs il a existé. Et voilà comment il définit son compromis historique. Permettre de lutter contre la précarité du travail. Amortir les chocs conjoncturels avec une nouvelle conception de ce qu'on appelle l'activité partielle. Mieux traiter les procédures collectives, trop lourdes en France. Donner plus de souplesse, mais aussi plus de sécurité pour les employeurs comme pour les salariés. Voilà le compromis que nous devons chercher, que les partenaires sociaux ont entre leurs mains. Je souhaite qu'ils le trouvent. C'est leur intérêt, c'est l'intérêt du pays. Alors effectivement, on a parlé de l'Europe, mais vous l'avez dit, chacun doit d'abord faire le ménage aussi chez lui. Et nous, il y a surtout nous. Et effectivement, alors il y a un dossier qui fait pas tous les jours la une des journaux, mais qui est quand même très lourd de conséquences pour les Français et qui, si ça réussit, sera peut-être la réforme du quinquennat. C'est la réforme du marché du travail. Alors on nous dit d'un côté, on va essayer de donner plus de flexibilité aux entreprises, de l'autre, plus de sécurité aux salariés. Est-ce que ça vous paraît d'abord possible? Est-ce que c'est pas quelque chose de pays de oui-oui, de dire les deux vont être gagnants finalement? Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Nous avions commencé dans cette voie, mais je dois aussi reconnaître qu'on n'est pas allé jusqu'au bout des choses. Pourquoi? Et si on va... Le dialogue social à la française, il est intéressant quand il marche vraiment, mais il peut aussi être bloquant.
Et moi, je crois profondément au dialogue social, mais l'avenir du dialogue social se fera, à mon sens, davantage dans les entreprises, sur le terrain, au plus près du terrain, plus encore que dans les négociations où on recherche le compromis historique. Il vaut mieux avoir moins de signataires de ce compromis historique, mais plus de résultats au service de l'emploi. Je peux aller plus loin ? La réforme nécessaire, c'est celle du marché du travail. Alors il faut aussi reconnaître que le petit livre rouge, ou plutôt le gros livre rouge qu'est le Code du travail, ça n'est pas aujourd'hui ce qui protège le plus l'emploi. Ça n'est pas aujourd'hui ce qui favorise le plus l'emploi. Et ce n'est pas aujourd'hui ce qui garantit le plus le retour à l'emploi des salariés. Est-ce que je peux vous donner quelques exemples, notamment sur la question du licenciement. Vous avez aujourd'hui 80% des besoins d'emploi, 80% seulement qui sont pourvus. Vous avez 20% des emplois, ce que je vais dire ne va peut-être pas faire plaisir, la belle affaire, 20% des emplois qui ne sont pas pourvus, parce que les chefs d'entreprise se disent, si demain la conjoncture se retourne, si j'ai moins de travail à donner à mes salariés... Attendez, il y a deux sujets différents. C'est, si jamais j'ai pas assez de travail à leur donner, je ne pourrai pas me séparer mes salariés, je préfère ne pas prendre des contrats, des marchés avec des clients, mais ne pas être bloqué après pour me séparer de ces salariés. C'est 20% des besoins d'emploi dans notre pays. Ça ferait reculer le chômage. Donc ce qu'il faut dire clairement, c'est que le licenciement doit être plus court, les procédures de licenciement plus courtes, qu'il faut aussi qu'on ne rentre pas dans des procédures interminables. Et je pense, pour ma part, qu'il faut donner des sécurités aux salariés. C'est-à-dire, comme je l'indiquais tout à l'heure à Olivier Mazerolle, plutôt que de dire vous garderez exactement le même emploi, on vous garantit dans ces conditions-là une formation pour aller dans un des métiers où on a besoin. Mais attention, vous avez droit donc à une formation rémunérée, mais vous aurez le devoir de prendre les emplois qu'on vous proposera. Mais ce que vous dites, c'est que la négociation telle qu'on la mène aujourd'hui, c'est-à-dire, allez, on vous met tous ensemble, syndicats de patrons, syndicats de salariés autour de la table, ce qui n'a quand même pas donné de grands résultats depuis un moment, finalement, vous dites, on reproduit le même schéma et ça ne donnera rien. Mais parce qu'on recherche à chaque fois la photo historique, avec notamment, on espère toujours avoir la CGT qui va signer. Mais si la CGT signe un accord, vous croyez vraiment que c'est vraiment très bon pour les entreprises ? Bien sûr que non. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la CGT retrouve plus souvent son stylo pour signer dans les entreprises sur le terrain qu'au niveau national. Il y a une raison à cela. Parce qu'il y a la pression des salariés qui disent « si c'est bon pour l'emploi ». Eh ben dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à signer. Mais est-ce que vous avez l'impression que le patronat français joue le jeu ? Parce que tout à l'heure, vous disiez il faut plus de flexibilité. Bon, d'accord, plus de formation pour les salariés, mais également avec quand même des obligations. Est-ce que vraiment la faute vient plus du côté des syndicats que du côté du patronat ? Les torts partagés également par les politiques, où on n'a pas assez dénoncé les choses, et en disant très clairement que si on n'arrive pas à se mettre d'accord dans un accord entre partenaires sociaux, il faut que le politique prenne ses responsabilités et aille jusqu'au bout. Prenez un exemple. J'avais proposé, voilà quelques années, le contrat de travail unique, pour qu'on sorte de cette différence entre le CDI, le contrat à durée indéterminée, et le CDD. Parce que le problème du CDD, essayez de vivre normalement quand vous avez un CDD. Essayez d'aller acheter votre voiture. Essayez d'acheter votre maison. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de garantie sur du long terme. Quand j'ai fait cette proposition à l'époque, mais on me l'a renvoyé à la figure, le contrat unique. Et qui me l'a renvoyé à la figure ? Également le patronat. Alors que l'une des questions qu'on doit se poser, c'est dans cette représentativité, est-ce que ceux qui s'expriment sur les ondes, notamment les représentants du MEDEF, Madame Parisot, est-ce qu'elle traduit exactement la pensée des entrepreneurs sur le terrain ? C'est aussi l'une des questions qu'on doit se poser et rechercher, je le répète, moins de signataires s'il le faut, mais plus de résultats. Alors là, il y a une mesure qui est sur la table, qui consiste à dire, voilà, on va moduler un petit peu les cotisations chômage pour essayer de décourager justement les embauches à court terme et essayer de favoriser au contraire les CDI. C'est une mesure qui vous paraît importante ou c'est pas grand-chose concrètement ? C'est pas ça qui va enrayer l'augmentation du chômage. Ouais. Parce que c'est quand même ça aujourd'hui notre vrai défi. Nous avons une augmentation du chômage aussi importante qu'au cœur de la crise de 2008, alors que les circonstances ne sont pas les mêmes. Il faut voir que depuis l'élection de François Hollande, le chômage augmente 2 fois plus vite que pendant les 6 premiers mois. Est-ce que c'est de la faute de Sarkozy, si ça augmente 2 fois plus vite ? Est-ce que ça va être de la faute de Sarkozy pendant 4 ans ? On vous dit que c'est la queue de pommette d'une situation qui avait existé auparavant. Avec une augmentation 2 fois plus vite, Olivier Mazerolle, ah non. Ce qui se passe par contre, au contraire, c'est qu'on a un gouvernement, je le dis, qui a baissé les bras
face au chômage. Or, je le redis, le chômage n'est pas une fatalité. Et si vous voulez enrayer le chômage, ça passe par une vraie politique économique. Nous ne l'avons pas en France. Nous ne l'avons pas en France. Parce que l'innovation, tout ça c'est bien, mais ça va marcher dans la recherche et développement, tout ça, ça va marcher dans 5 ans, dans 10 ans. Vous avez un premier facteur. Ce premier facteur, c'est tout simplement que même en cas de crise économique, de difficulté économique, il y a quand même des chefs d'entreprise qui ont besoin, qui ne recrutent pas. Il faut un choc psychologique, un choc de confiance. Voilà en quoi cette négociation sur l'emploi peut y répondre. Mais j'aimerais qu'on aille jusqu'au bout. Et hélas, je n'en suis pas certain. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi mieux former les demandeurs d'emploi en les amenant vers les secteurs qui, eux, continuent à recruter. On a besoin de régleurs. On a besoin de métiers de bouche partout sur le territoire. Il faut amener les demandeurs d'emploi vers ces emplois-là. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'il faut arrêter de dénoncer en permanence les entrepreneurs. Il faut que le gouvernement change de discours parce qu'aujourd'hui, on a une fracture entre les entrepreneurs et le gouvernement. Or, ce sont les entrepreneurs et personne d'autre qui nous sortiront du chômage. Merci Emmanuel. On va marquer une pause pour le journal de 19h. Et puis ensuite, on parle des questions de société, notamment le mariage homosexuel. À tout à l'heure, Xavier Bertrand.